Merci Sandra. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. J'adore avoir, avoir quelqu'un qui doit lire tout ce qui, pendant longtemps, avait l'air d'être complètement séparé. J'ai fait mon doctorat en sociologie ici à l'Université de Montréal. Puis je me rappelle que quand je faisais ma thèse de doctorat, on me disait au département de sociologie, mais tu n'es pas vraiment une vraie chercheuse parce que tu veux aussi faire des films, tu continues de faire des films en même temps que tu fais de la socio. Tu étudies les médias émergents, les médias, les technologies numériques, les réseaux sociaux. C'est de la socio, mais est-ce que tu t'intéresses vraiment à la recherche? Puis en même temps, simultanément, je faisais des œuvres d'art avec Arte, l'Office national du film du Canada ou Bayerische Rundfunk en Allemagne. Puis ils me disaient, mais tu n'es pas vraiment une vraie créatrice parce que, tu sais, je veux dire, je fais aussi une thèse de doctorat universitaire, puis ensuite un postdoc au MIT. Dans le fond, tu n'es pas une vraie artiste. Puis je me suis dit, une chance que les temps ont bien changé. Avec les médias émergents, on n'a pas le choix de devenir les deux. Et quand on parle de rapport de pouvoir dans ce monde du faux et dans ce monde des technologies numériques, je me suis dit, il y a peut-être moyen aussi de ramener dans tout rapport de pouvoir, il y a des modes de résistance. Et peut-être que l'innovation technologique, reprendre un contrôle créatif sur ce qu'on appelle l'innovation technologique, c'est aussi une forme de résistance à ces modes de pouvoir-là. Aujourd'hui, donc, quand on parle de réalité virtuelle, la réalité virtuelle, pendant longtemps, c'était du 360. De plus en plus, on utilise la réalité virtuelle pour vraiment nous faire sentir qu'on est dans des lieux et en face de personnages qui se veulent réactifs à notre présence physique. Et pour ça, l'intelligence artificielle devient de plus en plus importante parce qu'elle permet à ces personnages-là de donner l'impression, ou à ces univers-là, de donner l'impression qu'ils changent en temps réel en fonction de nos comportements. En parallèle, on voit aussi émerger avec les images génératives et les images de synthèse et tout ce qui s'appelle une création de synthèse, une nouvelle façon de donner à voir le monde. Donc, on craint souvent l'intelligence artificielle pour ses possibilités de deepfake, mais ils nous permettent aussi d'avoir des îles et des nuages un peu, appelons-les, un peu plus imaginatifs que ce qu'on nous donne à voir par la vidéo. Ça amène aussi à penser qu'il y a d'autres manières de raconter le réel que ces outils-là nous donnent à voir. J'ai mis cette image-là aussi de ces influenceuses qui n'existent pas. Donc, ce sont des utilisations en mid-journey de l'intelligence artificielle pour critiquer notre société actuelle de l'image. Donc, ce sont des images de destruction derrière, notamment en Palestine, notamment à Gaza, mais ce sont des fausses influenceuses, puis ce sont des critiques que certains artistes font en utilisant des images génératives pour remettre en question ces rapports de pouvoir-là. Donc, comme je le disais, les temps ont bien changé. Être capable de se réapproprier des outils encore émergents, qui sont encore en développement, ça veut dire à la fois pouvoir faire de la recherche sur ces outils-là, leur appropriation, leur impact, mais être capable d'en détourner les usages. Et pour ça, ça prend une approche d'artiste et de scientifique à la fois. Je me suis dit qu'aujourd'hui, comme présentation, plutôt que de parler uniquement du projet Chomsky versus Chomsky, puisque je ne peux pas vous donner là l'occasion de tous le faire suite à la présentation, comme on disait tout à l'heure, ça a pris fin le 15 octobre à Montréal, mais ce sera en tournée maintenant. J'ai segmenté la présentation en 3 sections. Une qui va peut-être rappeler certains des thèmes que j'ai vus que vous aviez abordés hier, le non réel et pourquoi aujourd'hui nous sommes vraiment dans une ère où il faut peut-être repenser ce qu'on implique comme étant une représentation du réel. Ensuite, les biais algorithmiques qui sont inscrits même dans les métaphores par lesquelles on emploie des mots pour décrire ces technologies-là et comment elles sont construites. Puis bien sûr, revenir sur Chomsky versus Chomsky, non pas comme une étude de cas, mais une étude de faux. Qu'est-ce que ça veut dire, fausser le personnage de Noam Chomsky, avant de revenir sur certaines conclusions. Et puisque je vous ai juste à moi ce matin et qu'en plus, on a un bon 45 minutes, je me suis dit, je vais essayer de vous faire un peu un parcours de pourquoi je considère aujourd'hui que je travaille en médias émergents et j'arrête de parler des fois d'intelligence artificielle ou médias immersifs ou médias interactifs parce que tout cet amalgame-là se combine de plus en plus dans ce qu'on appelle l'univers socio-numérique. L'idée du non réel, c'est une idée qui est bien sûr pas nouvelle. Donc, dans les projets passés, donc pas besoin de nommer les prix, j'ai ce que j'appelle ma brag slide. Dans les projets passés, en fait, à chaque fois, ça a été d'utiliser une technologie qu'on disait nouvelle ou qui nous fascinait. Le prix de Ars Electronica, par exemple, c'était pour parler de la maniaco-dépression en réalité virtuelle avec des témoignages de gens qui sont en maniaco-dépression à différentes instances, mais aussi qui vont dans le niveau de la psychose.
et qui laissent des témoignages vécus et sentis. Et donc, on travaille avec eux pour essayer de l'illustrer différemment. C'est donc de donner à voir d'autres couches de réel, d'autres couches de faux. Un faux qui, pour quelqu'un qui est en psychose, devient le réel. Une des phrases qui m'avait le plus marqué de ce projet, c'est notamment une personne qui disait « Je vois des fantômes dans ma chambre, ma chambre se remplit d'eau, j'essaye de ne pas paniquer parce que je me dis que c'est probablement tout dans ma tête, mais je sais qu'à 9h30 demain matin, je dois être au travail. » Donc, les couches de réel se superposent pour des gens qui sont habitués de comprendre que ce réel-là est totalement subjectif et senti et vécu. Je viens personnellement du milieu du documentaire. Donc, quand je disais que je faisais de la sociologie, j'ai aussi étudié en cinéma à la base, puis je viens du milieu du documentaire. Puis là encore, notre rapport au documentaire, comme je vois que certains l'ont abordé hier avec la docu-fiction, notre rapport au documentaire nous permet aussi de revoir différemment ce qu'on appelle le réel. Pour beaucoup, Nanook of the North, qui est un exemple de première forme de documentaire, on sait qu'il n'y a pas toutes ces personnes-là qui sont dans ce canot. C'est une manière de donner à représenter un humour et une façon de parler. Les noms, d'ailleurs, des personnages ne sont pas leurs noms réels. Ils ont triché leurs noms pour leur donner une signification qu'ils choisissaient eux-mêmes de se donner. C'est l'approche du documentaire participatif. Au lieu de dire qu'on représente le réel, on donne à voir le réel tel que perçu, interprété et ressenti par les propres personnes qui font partie du film. Ces approches participatives-là, donc à chaque fois, donc, pour ceux qui ont déjà vu le film, on a l'impression qu'ils sont 5 dedans, il y a même un chien qui sort, c'est absolument impossible. C'est une scène truquée, trichée, parce que Flaherty voulait montrer le processus du montage à la communauté pendant qu'il le faisait. Donc, cette scène est truquée. C'est un faux. En 2007, j'étais au Pérou pour filmer un documentaire sur des ruines archéologiques plus vastes, mieux préservées que le Machu Picchu, mais qui sont totalement tombées dans l'oubli parce que le narcotrafic construit des routes pour amener l'électricité et l'Internet dans des écoles. Donc, c'est le genre de réalité dont on n'entend pas souvent parler. Or, je sens, à la gauche, c'est une image de Chomsky versus Chomsky, je me dis, nos traces du passé forgent aussi nos imaginaires. Nos manières de vivre différentes formes de réel forgent aussi nos imaginaires. Rapayan, là, un petit délai en ce que je vois là, mais pas ce que vous voyez, je pense. Donc là, on devrait avoir du son. Oui. Tout à l'heure, on avait du son. En fait, je peux vous le... Peut-être maintenant, on va avoir du son. Un petit délai. Il n'y a pas beaucoup de son. Ceci dit... Oui, c'est ça, on a un petit délai, excusez-moi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Raoul est un des seuls personnages qu'on a rencontrés dans ce village qui voulait préserver sa langue. Donc, une personne qui voulait préserver le quechua comme langue première plutôt qu'apprendre l'anglais et s'en aller en ville. Nous étions à Rapayan, donc à près de 3500 mètres d'altitude. J'adore raconter ça parce que ça vous met dans un esprit de nos métaphores par lesquelles on parle du monde qui nous entoure. Dans ce village, à chaque fois qu'on trouve des momies qui sont donc précolombiennes, on les amène au musée de Rapayan, c'est-à-dire l'école. Et donc, à l'école, il y a un petit espace dans le musée de Rapayan où on leur donne des prénoms. Ces individus ont donc maintenant de nouveaux prénoms et ont quand même été là pour 3, 4, 5 générations d'enfants de Rapayan qui ont grandi et qui savent que Romero ou Biomero, c'est telle momie, telle momie. Ce sont des faux noms. Ce ne sont pas leurs vrais noms. Mais c'est comme ça que les gens se réapproprient leurs propres ancêtres. Et bien sûr, les enfants, s'ils ne sont pas super sages, vont s'asseoir avec les momies dans le fond. Mais ce qui jamais, surtout de ce contexte de Rapayan, pourquoi je vous fais toute une longue histoire pour vous raconter cette forme de réel, c'est que dans l'art du documentaire, la question du réel et de qui donne à voir le réel est importante. Contrairement au journalisme, le subjectivisme de l'auteur est supposé être manifeste et présent. Donc, on reconnaît que le réel tel qu'il est montré, ce n'est pas une forme de réalité, c'est un réel qui est co-construit, partagé par la personne qui est filmée, la réalisation et la personne qui regarde le film. Donc, ce réel est construit et partagé. Alors que nous, on se sentait de vrais explorateurs, de suivre des équipes péruviennes d'archéologues à 3500 mètres d'altitude. C'était notre histoire. Nous pensions à notre histoire. Internet, donc, arrivait enfin dans le village en 2007. Et voici la première image qui a été postée sur la page Facebook de Rapayan.
Ce sont les archéologues qui se moquent un peu de nous et nous appellent les gringos. Et je me suis dit encore une fois, qui raconte? Est-ce que c'est les réalisateurs du documentaire qui racontent ou ce sont les partages sur les réseaux sociaux qui racontent? Je vous parlais tout à l'heure de la sociologie. Je me suis donc vraiment intéressée à notre façon d'utiliser le partage en réseau, le partage de nouvelles qui ne sont non dites par les médias principaux comme forme de résistance, comme une nouvelle manière de créer du contenu. Et bien sûr, des fois, pense à des mouvements activistes qui utilisent les médias sociaux, à notre manière de témoigner en réel de ce qui se passe et qui n'est pas couvert par les grands médias, mais ça peut aussi aller jusqu'à la culture des mèmes. C'est une culture de repartage, de reconstruction d'un message de façon ad vitam aeternam. Donc, par exemple, la Me Generation qui devient la Oh my God Pizza Generation. Mais c'est une manière de réutiliser le repartage comme manière d'influencer notre compréhension du réel. Et je me suis dit, les temps changeaient. Ils changeaient très rapidement. C'est une image que vous avez sûrement déjà vue souvent. Moi, ce qui m'impressionnait surtout, c'est de voir la différence entre un petit téléphone à droite pour une première vigile du pape en 2005 versus les élections papales de 2013. La durée de temps nous montre vraiment comment notre conception d'être à un endroit et de vivre le réel a changé. Je vous raconte rien de nouveau, vous en avez parlé hier, mais pour moi, ce sont des manières visuelles de comprendre que notre repartage sur les médias sociaux a marqué ce qu'on utilise aujourd'hui en intelligence artificielle. Donc, mon long chemin, c'est juste pour vous montrer que cette conception d'intelligence artificielle comme étant du faux ou comme pouvant être utilisée pour témoigner du vrai n'est pas nouvelle. Graduellement, donc, avec ce repartage, il y a aussi des transmissions de données. Énormément de données qui sont produites par ces repartages. Et au courant de toutes les années 2010 à 2020, on a vu énormément d'artistes utiliser le partage des données pour donner à voir d'autres façons d'expliquer le réel, que ce soit par exemple des mouvements de vent, des mouvements de population, ou dans l'œuvre que j'aime beaucoup qui s'appelle We Feel Fine, c'est d'utiliser les mots I feel utilisés sur Twitter pour comprendre le pouls de notre population mondiale. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui? Donc, quels sont les mots les plus employés pour dire I feel aujourd'hui? Déçu, incapable, impuissant, frustré, triste, en deuil, etc. Ça mène à vous parler, c'est la fin, ça va être la fin de ma première partie sur cette ère du non-réel, à mon croisement, en fait, entre la recherche et la création. Donc, je venais de terminer ma thèse de doctorat en sociologie ici. J'ai été embauchée sur le même projet à 2 rôles où vraiment, ils n'ont pas compris que le même nom voulait dire le même individu. Donc, je réalisais sur une expérience de web-série qui s'appelait Do Not Track, ou Track interdite en français, mais j'étais aussi leur chercheur sur les influences du big data et comment il y avait des erreurs et des biais algorithmiques dans le big data. J'ai trouvé enfin une voie pour me dire, j'arrête de me plaindre de faire 2 choses en même temps, c'est normal, c'est là où on s'en va aujourd'hui, il faut être capable de faire les deux en même temps. Puis donc, Do Not Track nous remettait beaucoup en question. Nous étions 4 réalisateurs, on nous demandait d'afficher notre vie personnelle, d'utiliser nos données et de s'auto-traquer, mais surtout, on proposait quelque chose au public. On leur disait, et si nous vous expliquions le web tracking en vous demandant si vous nous permettez de vous tracker? Bien sûr, les gens disaient non merci. Donc, on leur disait, acceptez-vous qu'on vous track? Non merci. On leur disait, désolé, on le fait déjà et malgré vous. Donc, voici tout ce que vous avez cliqué comme application qui nous donne aujourd'hui le droit de vous suivre. Voulez-vous continuer? Il y a un petit moment de crainte, mais c'est un projet qui a été utilisé pour faire changer des lois dans la Commission européenne sur le tracking, parce que c'est une coproduction avec des Allemands, la France, etc. Juste parce qu'une forme de création ludique, rigolote, donnait à voir au public ce qu'on ne voit jamais. Donc, des fois, on coupe nos publicités, on se dit, ça y est, je ne suis plus traqué. Mais c'est que c'est plus que ça. C'est qu'il y a un monde d'algorithmes qui se construit. Et ce monde d'algorithmes est aujourd'hui la base de plusieurs décisions qu'on nommait. Quand on en parle dans notre univers socio-numérique, on parle d'enjeux, de problèmes, de biais, mais ça va plus que ça. Toutes les applications, par exemple, qu'on utilise, nous demandent à la base, quand on s'inscrit, si on est un homme ou une femme. On est en 2023, on sait ce que ça implique en termes de biais algorithmiques et de binarité. Comment est-ce que cette non-binarité des applications, ultra-binarité des applications, permet la non-binarité des données? Donc, on va souvent parler des biais algorithmiques parce que justement,
il nous montre que depuis la naissance jusqu'à notre mort, notre vie est marquée de données qui sont aujourd'hui plus importantes que les traces papier. On numérise tout et ce sont cette numérisation de nos traces de vie qui sont priorisées par les choix sociaux qu'on fait à l'heure actuelle. Sans demander quoi que ce soit aux gens, on disait quelle image vous représente le mieux. Les gens sont habitués de faire des choix. Ils faisaient des choix sans trop se soucier de questions. On leur montrait que par leur choix, donc vous êtes un peu en décalage, c'est ça? On leur montrait que par leur choix, on arrivait à faire des déductions. Ça, c'est une de mes préférées. Spurious Correlation, c'est un vrai site, s'il y en a qui sont intrigués, qui font en temps réel, même à l'heure actuelle, des grandes corrélations de données accessibles en ligne et qui nous montrent que plusieurs associations de corrélation parfaite sont tout à fait fausses. Comme par exemple, le nombre de morts à chaque année correspond par noyade correspond exactement au nombre de fois où Nicolas Cage apparaît dans un film. Il n'y a pas de corrélation directe, je vous le confirme, mais il y a des corrélations dans tous les chiffres. Si on les cherche, on les trouve. Donc, l'expérience donnait à voir certains des biais. On n'allait pas à tout égard dire tout, mais on montrait, on ne voulait pas faire peur, pardon, à notre public, on essayait quand même de leur montrer que c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Quand on a des discours sociopolitiques sur les données numériques et la manière d'être pisté ou traqué ou les données qui s'accumulent, on pense souvent au haut de l'iceberg. Mais notre temps d'attention, le défilement de notre souris, le nombre de doigts qu'on utilise sur nos téléphones sont des données qui sont pistées et utilisées et valorisées et marchandisées. C'est la base pour l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'intelligence artificielle fonctionne de plusieurs façons. Je rappelle, parce que vous le savez, mais puisque c'est la journée où on va parler d'intelligence artificielle, elle a plusieurs définitions. Pendant longtemps, on se dit oui, mais ce n'est pas une bonne définition, c'est une fausse définition, elle n'est pas assez poussée. Il faut dire que l'intelligence artificielle est un mot qui englobe plusieurs technologies. Donc, c'est vraiment un mot valise ou un umbrella term qu'on dit en anglais, donc qui englobe plusieurs technologies qui donnent à croire ou qui promettent qu'elles vont et peuvent remplacer des compétences qui sont similaires à celles que peut faire la cognition humaine. Le problème, c'est qu'on peine à différencier la génération d'images sur la base de mouvements, donc les données de mouvement utilisées pour générer des images, au deepfake, qui peuvent être les mêmes technologies, mais des utilisations très différentes. Et donc, on parle d'intelligence artificielle, mais on voit facilement l'image de droite, on voit moins facilement celle de gauche. On a déjà une manière dans notre discours public de parler de ce que ça veut dire l'intelligence artificielle qui nous donne le mot émulation, représentation, imitation et remplacement en tête. Or, ce ne sont, après tout, que des données, que des formules algorithmiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre ère du non-réel ou de faux réel, on développe de plus en plus aujourd'hui des technologies qui, à la fois, nous font craindre pour tout ce qui pourrait être le faux, les fake news, mais qui nous disent aussi, vous pourriez être immergé dans un monde qui vous paraît totalement réel. Donc, entre le simulacre, le virtuel, la réalité augmentée, étendue ou même améliorée, les craintes sont à la fois des opportunités. C'est toujours le même discours, c'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver dans un monde où on s'exclut totalement du réel parce que le monde virtuel est trop intéressant, ou au contraire, ce monde virtuel donne à voir ce qu'on n'arrive pas à présenter avec des images 2D. Même chose avec l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est un reflet de nous-mêmes ou elle n'est que le reflet de ce qu'on affiche en ligne? Et donc, encore une fois, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On se retrouve avec des questions sur à quel type de réalité on doit se fier. Une réalité subjective avec les dérives que ça comporte, une réalité scientifique avec les tours d'ivoire que ça peut aussi comporter et les biais inhérents que ça comporte, une réalité quantifiée, et on sait que tout n'est pas quantifiable, et tout ce qui est quantifiable n'est pas réel. Donc, on se retrouve avec beaucoup de questions. Je me suis dit, pour bien mettre à table pour la journée, pas juste pour ce que je vous présentais de Chomsky, c'est difficile de parler d'intelligence artificielle sans se rappeler que le réel est intersubjectif. Et donc, cette subjectivité-là ne s'exprime pas facilement avec des algorithmes ou des données de masse. La perception qu'on a du réel est aussi multisensorielle. Donc, quand on dit que l'intelligence artificielle peut remplacer la cognition humaine, encore faudrait-il qu'elle ait des sens. Ne craignez rien, beaucoup de chercheurs en robotique au Japon, d'ailleurs, y travaillent
en faisant des greffes de peau et des greffes de nerfs pour comprendre comment est-ce qu'on pourrait aider l'intelligence artificielle par un ajout de sens. Mais aussi ce qu'on retient du réel est construit. Et c'est une construction sociale, partagée, retenue, oubliée. Je mets la table. J'ai eu quelques hochements de tête, j'ai eu des croisements de bras, donc juste voir est-ce qu'on s'en va dans une bonne direction. Comme j'étais pas là hier, je tâte le terrain avec cette première partie. J'arrive dans une deuxième partie où vraiment parlons maintenant vraiment d'intelligence artificielle, puis de ce que ça implique comme biais et accumulation de données. Donc, j'ai eu la chance entre 2016 et 2022, j'ai enseigné au MIT. J'ai enseigné un cours qui s'appelait Hacking XR. L'objectif, c'était vraiment de parler avec des étudiants en ingénierie, en robotique, en intelligence artificielle. Ce sont des ingénieurs, après tout, au MIT. C'est génial d'arriver comme un cheveu sur la soupe et de leur dire, on va faire des projets de création. Ouais, d'accord. Donc, au début, c'était ouais, d'accord, parce qu'ils veulent tous faire partie du cours, parce que je leur donne accès à des jouets fantastiques comme des casques de réalité virtuelle ou des gants haptiques. Donc, ils veulent le cours parce qu'ils veulent accès à la technologie. Dans leur tête, je vois tout de suite qu'ils m'éloignent un peu parce qu'ils disent ouais, ouais, mais bon, moi je suis un ingénieur, là, je fais un projet créatif. Tant que je peux appliquer à Bombardier avec, ça me suffit. Donc, c'est un peu l'approche du début, mais ce que j'appelle ma joker card, c'est que j'amenais tout le temps aussi dans le cadre du cours des journalistes, des réalisateurs, des artistes, des designers pour forcer un peu ce maillage et voir qu'est-ce qui en découlait. Puis j'ai vraiment été étonnée que certains des projets finalement ne devenaient pas euh, des questions liées au travail ou au travail virtuel, mais par exemple, ce projet qui visait vraiment à vivre des témoignages de personnes survivantes du Holocauste. Et donc, se promener, écouter leurs témoignages, mais à mesure qu'on les écoute, si on se détourne pour regarder une autre image, ce souvenir-là disparaît. Donc, on crée avec une sélection qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais disons une sélection de banques de données, d'archives, de témoignages, une manière de revisiter ces archives-là où il y a en même temps dans l'expérience de l'utilisateur le sens de l'oubli parce qu'on peut visiter ad vitam aeternam ces banques d'archives-là avec la photo et le témoignage, mais si on s'en détourne, elle disparaît aussi à jamais pour notre utilisation. Donc, je trouvais que c'était des manières tout à coup très poétiques de voir des étudiants en robotique se jumeler avec un photographe de guerre et dire qu'est-ce qu'on fait? Parlons de l'oubli. Parlons du réel et parlons de l'oubli. Quand j'étais au MIT, non, je vous dis, je vous ai ce matin, je me suis dit, comment on commence un matin? On commence ça soft, avec des histoires personnelles. Parlant de l'oubli, oui. Donc, quand j'étais au MIT, j'enseignais ce cours et j'ai eu un étudiant qui a entendu parler du cours, qui est venu, un étudiant, pardon, un chercheur du postdoctorat, qui est venu m'approcher pour me dire, j'ai une super idée, j'aimerais créer un deepfake de Noam Chomsky. Je suis un fan fini de Noam Chomsky. J'ai des tonnes de disques durs avec tous ces enregistrements que j'ai faits de ces talks au MIT. Par contre, je lui ai parlé et je lui ai dit que j'aimerais ça le faire vivre pour toujours avec un deepfake avec qui je pourrais m'entretenir. Et il n'était vraiment pas d'accord. J'étais là, ben, tu m'étonnes. Donc, c'est sûr que ma première réaction est un peu wow. J'ai quand même essayé d'approcher l'étudiant pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc, pendant longtemps, parce que je veux surtout pas voler une idée aussi géniale. J'ai essayé. Son objectif était vraiment une monétisation du deepfake de Chomsky. C'est le mieux qu'il voyait. Donc, soit c'était pour son usage personnel à la maison, soit c'était on va monétiser une image de Noam Chomsky et voir comment je peux même le vendre à des étudiants parce que bientôt, il va se retirer. Donc, Noam Chomsky ne s'est pas retiré. Il a quitté la MIT, mais il est maintenant à l'Université d'Arizona parce que je pense qu'il va enseigner pour toujours. Mais ce qui me faisait rire surtout, c'est que je voyais dans le discours de ce chercheur en postdoctorat en intelligence artificielle, donc au MIT, mais qui étudie à CSAIL, Computer Science and Artificial Intelligence Lab, cette conception de la création, c'est-à-dire qu'il disait, si j'étais capable de créer une machine qui me permettrait d'aller chercher exactement ce que je veux tout de suite. Cet exemple d'utilisation de robotique et d'intelligence artificielle me fait beaucoup rire parce qu'il a trouvé Charlie plus vite que nous tous. Mais en fait, il a échoué à la tâche. Parce que la tâche, c'est pas de trouver Charlie, c'est de le chercher.
Et donc, on se retrouve avec le fameux dilemme. Quel est l'objectif pour lequel nous faisons notre conception du réel? Est-ce qu'on veut toujours trouver Charlie? Quiconque a vraiment utilisé ces livres sait que c'est le détournement de chercher Charlie et le plaisir de le trouver après la recherche qu'on veut. Sinon, encerclez-le en rouge à chaque page, puis c'est fait. Il y a moyen de le trouver rapidement. Ça me faisait penser donc, à l'époque, encore une fois, voici où l'intelligence artificielle se situait. Aujourd'hui, bien sûr, les images de synthèse et les images génératives ont énormément évolué. Je suis une personne sur les réseaux sociaux qui s'appelle Curious Refuge, qui fait toujours des tests dans des différentes applications pour voir leur degré de précision. Toutes ces images sont créées en intelligence artificielle. Aucun humain n'est employé dans ces images. C'est faux. Des tonnes d'humains sont employés dans ces images pour recréer des visages qui n'existent pas, des visages humains qui n'existent pas, ce serait mieux dit. Mais les images deviennent de plus en plus réalistes. Au point où ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi une autre conception du passé. Je ne sais pas si vous étiez au courant que Star Wars existe en 1923. Et bien sûr, ça fait à la fois rire, mais ça fait aussi peur. On se dit, et si on remettait toute notre conception du réel en doute? Peut-être que ces outils-là sont maintenant à notre portée pour nous permettre de vraiment perdre pied et ne plus savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Qu'est-ce qui va nous arriver si, comme société, nous n'arrivons plus à départager ce qui sont des véritables images d'archives de ce qui n'en sont pas? Il y a beaucoup de gens qui s'embrassent d'ailleurs. Donc, c'est juste que c'est parce que les films de ces années 20, il y avait beaucoup de gens qui s'embrassent. Et là, Yoda, malheureusement, est celui qui y passe. Excusez-moi, juste comme un petit délai entre mon propre écran et ce que vous voyez. Donc, j'attends toujours un peu pour être sûr de ne pas cliquer trop vite. Mais une des craintes premières, c'est qu'il faut dire que ces outils-là, ce sont aussi les promesses qu'elles nous font. Elles nous disent, nous sommes capables d'émuler la pensée humaine, nous sommes capables de reproduire des tâches attribuables à l'humain, nous sommes capables d'imiter le visage humain. Mis dans un environnement virtuel, vous pourriez interagir avec des humains qui ont l'air plus humains que des humains. Comment est-ce qu'on va faire pour départager le vrai du faux dans ce contexte? Et la crainte vient donc à la fois de ce que permettez-moi d'appeler un discours de vendeur de voitures usagées. Donc, le discours de la technologie nous promet quelque chose et c'est ce qui nous fait peur. Le développement d'intelligence artificielle est fulgurant, certes, mais certains chercheurs, j'aime beaucoup le rappeler, disent qu'il n'est pas si fulgurant de par les développements de la technologie. Il est de par le développement des usages. Ce qui a vraiment fait parler les médias de l'intelligence, des images génératives, c'est qu'un utilisateur lambda dans son sous-sol à Chicago a décidé d'utiliser quelques mots pour prompter le pape qui, encore une fois, le pape avec la vigile, vous voyez, je fais des liens, le pape qui porte un vêtement Balenciaga. Et tout à coup, les médias se sont enflammés. Quelques jours plus tard, nous avions une signature des grands de ce monde qui disait « Faites attention, l'intelligence artificielle est dangereuse ». Elle est dangereuse parce que tout à coup, on s'est dit « Mais quiconque peut faire ce qu'il veut avec ». En même temps, ce qu'on nous promettait avant, c'était « Vous pourriez ne plus être nécessaire, on pourrait vous remplacer par un humain tout à fait virtuel qui interagit avec vous de manière tout à fait naturelle. » Donc, pourquoi la crainte est-elle si à l'opposé de la promesse? Elle est parce qu'elle est une forme de résistance. Elle dit, nous ne sommes pas ici simplement pour être remplacés. Moi aussi, j'ai une voix et je suis capable de l'utiliser pour décider que j'aime beaucoup mieux le pape habillé comme ça, par exemple. Et donc, c'est ce qui circule. Ce que j'aime aussi, c'est que les discours souvent proclamés sur les recherches en intelligence artificielle se basent sur des biais dans la conception de la technologie. Avec le big data est venue la conception aussi tout à fait philosophique de more is better. Plus de données veut dire une meilleure performance des systèmes. Mon expérience personnelle avec Chomsky versus Chomsky, c'était pas tout à fait vrai. Plus on avait de données, parfois, il y avait un point de non-retour où ça dépassait ce qui permettait à notre système de fonctionner adéquatement. Donc, des fois, trop de données, c'est pas bon. Et étonnamment, ça a pris du temps avant que ça rattrape le discours sur l'intelligence artificielle. Encore aujourd'hui, on nous dit donnez-nous accès à tout. Plus on a de données, plus ça fonctionne bien. Or, on a vu que dans le temps, les paramètres, au lieu d'augmenter, il y en a qui ont commencé à diminuer. La quantité de paramètres qu'on va chercher par les différents systèmes ont commencé à diminuer. J'aime beaucoup cette image parce que
DALL-E 2 a fait sa promotion en disant « Regardez à quel point l'image est réaliste ». C'est vrai qu'il y a une texture qui était inégalée jusqu'à présent avec une seule petite erreur dans le prompt « Astronaut riding a horse ». Il y a une petite erreur de qui vient avant quoi, n'est-ce pas? Mais c'était quand même la publicité. Regardez à quel point on arrive à faire des images réalistes. Aujourd'hui, c'est la compétition entre les différents systèmes qui arrive à créer le meilleur astronaute sur un cheval. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle image, c'est l'image qu'on va revoir. Moi, ce que j'aime à penser aussi, c'est pourquoi un astronaute sur un cheval? Ce n'est qu'un exemple, mais c'est l'exemple sur lequel on reprend des modèles de compétition à qui le meilleur système, à qui la meilleure performance. Mais ça devient encore une performance sur le réalisme. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces systèmes d'intelligence artificielle peuvent faire plein de choses. Ils fonctionnent de plein de manières. On les évalue sur la base de leur réalisme. Encore une fois, notre crainte devient maintenant notre promesse. La promesse devenait notre crainte devient notre promesse. On travaille à les rendre toujours plus réalistes. J'en viens enfin à Chomsky. Enfin, elle nous en parle. Ça fait depuis combien de minutes qu'elle parle, mais c'est pour mettre la table sur votre journée, pour toute votre journée, encore une fois, c'est une discussion. En fait, plus on parle d'intelligence artificielle, de ce qu'elle arrive à faire, de ce qu'elle arrive à ne pas faire, à quel point elle se compare à la pensée humaine, on oublie tout le discours socio-économique qui appuie cette conception de l'intelligence artificielle. Notamment, on oublie la quantité d'humains qui font fonctionner ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, et pas juste ceux qui l'entretiennent, mais ceux qui l'imitent. Parce que vous avez sûrement entendu parler du pseudo-AI, ça existe encore aujourd'hui. OpenAI a d'ailleurs pris la main dans le sac récemment pour dire qu'il y a 40 humains en temps réel sur ChatGPT qui corrigent des réponses. Donc, parfois, vous tombez sur un humain quand vous utilisez ChatGPT, vous ne le savez pas. Donc, des humains sont utilisés, employés, embauchés à des salaires de créfins un peu partout dans le monde pour prétendre qu'ils sont des machines. Jusqu'à ce que le niveau de la machine soit juste assez bon pour nous faire croire à la promesse. J'aime beaucoup cette blague de Janelle Monáe qui dit « What do you do for a living? I pretend to be a computer that has taken my job. » C'est un peu cette conception du réel où on est pris entre émuler la machine pour s'assurer que le rêve fonctionne. Donc, moi, ça me fait rire. C'est le genre de moment historique où on se dit, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais ça veut dire, vous rendez-vous compte quand même qu'on a une promesse qui nous a fait peur. Là, on s'est dit, OK, mais comment je l'améliorerais pour qu'elle soit vraie? Mais en fait, je vais le faker. Je vais fausser mon moi machine pour m'assurer que la machine fonctionne. Mais on le fait tous, en fait. Ça, c'est un peu une blague, mais on le fait tous. Toutes ces applications que je vous montrais tout à l'heure avec Do Not Track, mais les applications qu'on utilise au quotidien, nous demandent de rentrer notre vie humaine dans des cases parce qu'elles sont plus facilement analysées par des algorithmes. Donc, notre quotidien, notre gestion du temps, notre planification des colloques, notre organisation des tâches deviennent mises en boîte, en liste, en data, en quantification. Nous changeons notre vie humaine pour qu'elle s'adapte aux algorithmes et aux machines. Donc, nous faisons le choix de nous machinifier nous-mêmes. Et donc, je ramène la question du choix. Ce sont des choix sociaux. Ce sont des outils qui se développent, mais il y a moyen de les utiliser à d'autres escients. Comment est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas assez bien les fonctionnements de ces outils-là pour s'assurer de tous faire partie de la conversation puisque ce sont nos choix? C'est la question de Chomsky versus Chomsky. On se disait, comment est-ce qu'on arrive à écouter ce jeune postdoctorant qui veut avoir un Chomsky à la maison? Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre où est-ce que l'écueil inévitable se situe dans son expérience, mais aussi faire comprendre à l'ensemble de la population où est-ce qu'il y a des choix à poser peut-être plus importants qu'ils ne l'imaginent. Donc, Chomsky versus Chomsky, je vais juste regarder là rapidement, pour en faire une étude du faux, plus j'essayais d'approcher ce jeune Mr. Katz pour qu'il fasse partie de notre projet, j'essayais aussi de comprendre sa fascination pour Chomsky. J'ai été rencontrer Noam Chomsky. Je me suis dit, si Noam Chomsky n'est pas d'accord avec l'idée, peut-être qu'il est d'accord avec la mienne. Je vais essayer de voir autre chose que de le faire un Chomsky dans ma poche que je peux accéder en tout temps. Et si on essayait de comprendre, d'utiliser les traces numériques de Noam Chomsky pour poser les bonnes questions. Puis, je sais qu'il y a des critiques de Chomsky, il y a des gens qui l'adulent. En fait, il ne laisse personne indifférent. Noam Chomsky est une de ces personnes qui est
encenser ou détester, mais j'ai essayé de me concentrer sur la base et les traces de ce qu'il laissait derrière lui. Puis un des messages le plus important, c'est « Growing up in the place I did, I never was aware of any other option but to question everything. » Surtout dans un contexte du faux, où nos utilisations de l'intelligence artificielle visent à faire croire qu'on peut interagir avec une entité inspirée des véritables traces de quelqu'un, où on peut interagir avec le faux. Qu'est-ce qu'on questionne de ce faux-là? Qu'est-ce que ce faux-là questionne de nos intentions? Comme j'aime être dans la dualité en ce moment, je vous montre juste à gauche à quel point tout est dans tout. À gauche, c'était notre bande-annonce pour notre première à Berlin en 2022. À droite, c'est la bande-annonce pour le masterclass de Neymar Chomsky en ce moment comme un cours de défense intellectuelle. C'est un peu le même genre d'approche. On se dit, ce sont des images de lui dans le passé pour montrer qui est Noam Chomsky. Noam Chomsky est une personne, je le dis rapidement pour ceux qui se rappellent de son nom, on est quand même dans un contexte académique, mais généralement, j'ai à le faire. Une personne qui a été très connue pour ses recherches en cognition humaine, bien sûr, mais aussi la linguistique. Encore une fois, où est-ce qu'il a plus de détracteurs, c'est au niveau de la linguistique, mais aussi son activisme, où il s'est opposé depuis près de 60 ans à des pratiques médiatiques qui essayent de nous mettre, le dit-il lui-même, dans des boîtes. Je trouvais qu'une manière qui n'était plus appropriée que de parler de big data et d'algorithmes, c'est une manière de nous mettre dans des boîtes. Donc, on est rendu à l'ère de la méga boîtification des individus. Mais surtout, il a aussi passé sa vie à essayer de comprendre comment le langage était une manière, une manifestation de tout un monde intérieur. Pour le dire très simplement, sa conception du natural language, c'est une idée où on a tous à l'intérieur un système qui nous permet, avec des fragments très, très finis, de créer de l'infini. Quand j'étais au MIT, j'ai fait mes recherches assidûment. Et j'ai réalisé que les conceptions de natural language processing, notre manière de discuter avec des chatbots aujourd'hui, est vraiment très largement inspirée du natural language. Quand on creuse un peu, on se dit, est-ce que vraiment natural language processing, le mot le dit, c'est le processus donc informatique du langage naturel, est-ce que ça se base vraiment sur les concepts de langage naturel en linguistique? Ben non. Mais c'est dans le même édifice qu'on a conçu les deux à peu près à la même époque, donc on utilise les mêmes mots. Donc, les mots qu'on emploie pour dire des choses portent aussi à confusion. Ce qui est encore plus rigolo, c'est que quand on travaille en Natural Language Processing avec des chatbots, on a ce qu'on appelle un Chomskyan grammar. Une grammaire chomskienne, qui n'a rien à voir avec la grammaire de Chomsky, mais qu'on appelle quand même grammaire chomskienne parce qu'elle priorise une hiérarchie. Donc, encore une fois, on prend un peu une métaphore, une conception très vague d'un concept ou d'un individu ou de ses théories, et on les renomme pour une autre application, dans le cas de Natural Language Processing. On dit grammaire chomskienne ou logique chomskienne, on appelle ça Natural Language Processing. Je me suis dit, mais c'est rigolo comment Chomsky devient tout à coup le grand-père de notre manière de converser avec des formes d'intelligence artificielle. Chomsky lui-même a dit de son propre aveu, je trouve toujours ça étonnant qu'on ne m'interroge pas plus souvent sur l'intelligence artificielle parce qu'après tout, c'est ce que je fais depuis que je suis au MIT. Quand il est arrivé au MIT comme jeune étudiant, il travaillait à créer des systèmes d'automatisation de la traduction, des Google Translate. C'est ce qu'il faisait et c'est ce qu'il a fait toute sa vie, essayer de comprendre une théorie du langage. Et selon lui, l'intelligence artificielle ou le Natural Language Processing, c'est une théorie du langage qui omet par contre d'expliquer ce qui se passe derrière et qui se concentre que sur le output, pas sur ce qui se passe à l'intérieur, mais bien juste notre manière de parler. Donc, on émule le output, mais on n'essaie plus de comprendre le input. C'est un peu sa critique. Au moment où on sortait Chomsky versus Chomsky à Berlin, la même journée, donc le 4 novembre, Noam Chomsky faisait une déclaration publique contre ChatGPT. On était très contents. On s'est dit, mon Dieu, que les chemins font comme ça, mais se retrouvent. Pour que vous voyez un peu à quoi ressemblait l'expérience, j'ai ici une bande-annonce de ce qui s'est présenté à Montréal au mois de septembre et octobre. Donc, malheureusement, elle n'est pas encore sous-titrée pour les témoignages en anglais, mais le reste, vous devriez les comprendre facilement. Un petit délai, mais... Chomsky versus Chomsky is a virtual reality experience, but in our special case, we're using artificial intelligence to talk about artificial intelligence. The hardest thing about communication is understanding the intended meaning of a message. So
Why Professor Noam Chomsky? Because Professor Chomsky has one of the largest, most extensive digital trace. That makes him a great case study to create a chatbot because of all these amazing digital traces. But he's also devoted his entire life to studying the mind. May I ask, what is your name? It was quite stimulating, my conversation with Chomsky, and his voice is I find, very close to the real Noam Chomsky. And what you could call an emulation of the voice and language patterns is Professor Noam Chomsky. Le visuel était très stimulant, c'était vraiment impressionnant. On avait vraiment l'impression de se retrouver dans une réalité, là. C'est ça qui était fou, là. J'ai bien aimé l'environnement qui nous transporte dans différentes scènes, différents décors. C'est une expérience unique. The vision was to make sure that we had an open conversation within a playful experience that was collaborative, multi-user, and that just helped feel like you could explore, peek under, touch, interact without rules and without too much guidance. Ça t'immergeait vraiment dans une autre réalité qui te faisait oublier ton cerveau de la vie de tous les jours. Voilà, de te poser des questions vraiment très introspectives. C'est très créatif, très inspirant, ouais. C'est un mélange d'émotions, de réflexion, ça fait poser des questions, ça donne envie de se renseigner, ça donne envie de comprendre. Ma partie préférée, c'est quand on a eu l'interaction avec les autres membres de l'équipe, parce qu'on a pu collaborer, se dire « Ah, il faut que tu déplaces le tronc d'arbre de ce côté-là », donc il y avait un esprit de collaboration que j'ai beaucoup aimé. Il nous amène à des endroits où on ne pensait pas aller. Il va arriver avec une réponse, ça va amener une autre question de notre part, puis de fil en aiguille, on se ramasse à un endroit insoupçonné. This was a very sophisticated interaction. It really, to see the comparison between the real Noam Chomsky or his thoughts and his work and this AI's take on things, it was very thought-provoking. It's important that we are able to demystify AI to create an open conversation about artificial intelligence, especially at a time when we need one. Donc, les deux coproducteurs principaux, l'Office national du film et Schneller Buntebilder en Allemagne. Vous voyez un peu l'expérience. J'ai laissé le moi filmer, parler. Mais en fait, l'objectif, c'était vraiment de démystifier l'intelligence artificielle. Puis le public est vaste. Il y a des chercheurs du Mila qui sont venus, mais il y a aussi des monsieur, madame, tout le monde. Il y a des gens qui étaient des fans de Chomsky, mais qui n'avaient jamais pensé mettre un casque de réalité virtuelle sur leur tête avant. On avait vraiment toutes sortes de publics. Mais l'objectif, c'était vraiment de les amener par une approche ludique à interagir par la voix avec une entité qui leur répond. L'entité en question est basée sur une quantité infinie de traces de Noam Chomsky. Ce que je dis dans la vidéo, qui est tout à fait vrai, l'idée de génie du maintenant Professor Katz, que je trouvais fantastique, c'est quand même, lui, il a des traces d'archives à la maison. Mais Noam Chomsky est un des intellectuels les plus numérisés de notre histoire contemporaine. Donc, et surtout, il donne toutes ses entrevues libres de droit. Donc, on a tout à coup accès à une banque de données infinie pour une personne qui peut-être est aussi populaire en termes de quantité de données que Lady Gaga, mais la différence de Lady Gaga, il a aussi parlé d'intelligence humaine, de langage, de notre expérience humaine, de notre rapport à la réalité, des manipulations de l'information depuis 65 ans. Donc, on a ces traces numériques-là vastes et étendues qui nous permettent d'aborder des sujets aussi qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. Notre entité d'intelligence artificielle en question, donc on a fait attention, on a émulé la voix de Noam Chomsky, mais on s'est arrêté à un certain point. On ne voulait pas que les gens soient vraiment tellement convaincus, et pourtant, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Des gens qui disent « la voix est vraiment très proche ». Mais on a arrêté au moment où on était capable de la rendre encore meilleure, mais on s'est dit, il faut qu'il y ait un son robotique, un son de glitch où on comprenne bien que ce n'est pas une vraie personne. Même chose avec le visage, on s'est assuré que ça n'est pas l'air d'un être humain. Et l'entité n'arrête pas de nous rappeler qu'elle n'est pas Noam Chomsky. Et malgré tout, les gens insistent pour lui parler comme Noam Chomsky. Mais ce qui m'a paru surtout fascinant, c'est que les gens insistaient pour y voir une sorte d'oracle. Que va-t-il se passer avec notre futur? Qui sera élu dans les élections américaines? Je me suis dit, c'est pour ça qu'il faut démystifier l'intelligence artificielle.
Quand les gens demandaient qui sera élu aux élections américaines, il fallait donc faire beaucoup de travail de scripting, de scénarisation de l'intelligence artificielle en question, parce que ChatGPT répond tout simplement avec des données basées jusqu'en 2022. Donc, même ses prédictions ne sont basées que sur des données qui s'arrêtent à 2022. Donc, si vous demandez des questions, par exemple, sur qui est actuellement le président des États-Unis, c'est une erreur connue et largement médiatisée. Trump est encore au pouvoir pour ChatGPT. Les données s'arrêtent là. Donc, voilà le problème. Nous, notre oracle, il y avait donc des éléments scénarisés où quand les gens se mettaient à poser des questions sur l'avenir, on montrait à notre utilisateur détection, questions sur l'avenir. On montrait donc réponse partiellement prescriptée à tant de pourcents. Puis la réponse disait, tu sais, je ne suis qu'une émulation basée sur des traces passées, je n'en sais rien et surtout, je ne peux pas te dire l'avenir. On a eu des gens qui ont carrément demandé, est-ce que je dois déménager ou pas? Mais ils savent qu'ils ont payé un billet pour parler à une entité de Noam Chomsky et ils insistent pendant une demi-heure à poser des questions comme s'ils le demandaient à un oracle. Je fais des blagues parce qu'on est entre nous, mais en même temps, ça m'en dit long sur notre envie que ces entités d'intelligence artificielle-là soient plus intelligentes que nous. C'est aussi, encore une fois, la promesse qui devient notre réalité. Pour faire le projet, je vous explique un peu le processus. J'ai travaillé beaucoup avec le MIT Library Special Archives Collection parce que Noam Chomsky a quitté le MIT en donnant 65 ans de paperasse, que j'adore. Ils se sont vraiment cassés la tête pour tout archiver. Donc, ils m'ont donné accès aux archives. Ils ont aussi commencé un processus de numérisation de ces archives-là parce qu'elles n'étaient pas numérisées. Mais j'ai utilisé beaucoup de mois de recherche, une année presque complète, en collaboration avec le MIT Library pour regarder les archives, les lire, essayer de comprendre tout ce qui est non dit dans ces discours. Donc, quand ils préparent ces discours, il y a les taches de café, c'est tout à fait normal. Il y a skip, tous des éléments où est-ce qu'il n'est pas trop d'accord avec ce qu'il dit. Il y a les étoiles, où est-ce qu'on sent que ça, c'est une insistance. Moi, j'appelais ça mes golden nuggets. S'il insiste avec 8 étoiles, c'est vraiment important. Quand sa secrétaire à côté dit ça marque vraiment, quand tu dis ça au public, les gens réagissent bien. C'est un autre golden nugget. Mais aussi, j'ai découvert un Noam Chomsky grand-papa, un Noam Chomsky qui garde des enfants pendant qu'il travaille, avec des dessins, parfois pour lui-même, parfois visiblement pour d'autres, en même temps de rapports qu'il écrit sur les sandinistes, par exemple, ou les sujets du réel sont interreliés et croisés. On a travaillé aussi avec l'aval de la famille Chomsky pour accéder à ce site web qui s'appelle chomsky.info. Les fans de Chomsky sont un peu comme les fans de Star Wars. Ils vont s'entre-déchiqueter si les informations sont fausses, ce qui est génial pour nous parce que donc toutes les données accessibles sur la banque de données de chomsky.info sont très bien nettoyées par des fans qui se contredisent. Donc, ils ont tendance à vraiment s'assurer un peu comme Wikipédia. Il y a tout le temps quelqu'un qui s'assure que l'information est plus à jour. Et ce sont des archives, des retranscriptions de ces discours, de ces conférences qui sont sous l'aval de la famille Chomsky. Donc, ce n'est pas Noam Chomsky tout seul, mais ses enfants, sa femme actuelle, sa femme dans le passé qui vont lire et dire oui, en effet, ça, on accepte. Non, ça, on ne veut pas que cette conférence soit publique, des choses comme ça. Et donc, ça nous a donné un premier chatbot qu'on a testé à Sundance, au Festival de films, en 2020, et qui, justement, là encore, les gens pouvaient faire très peu d'interaction. Ils pouvaient uniquement parler avec un chatbot. Donc, on a appelé l'expérience First Encounter, Chomsky versus Chomsky First Encounter. Donc, c'était la première fois qu'ils pouvaient parler avec une entité. Puis, on a utilisé l'expérience pour tester le degré de confort de notre public à parler avec une entité. Ce que ça donne pour ceux qui, je ne sais pas ici, qui travaillent déjà dans l'intelligence artificielle ou qui utilisent beaucoup de chatbots, est-ce qu'il y en a? Oui. J'allais dire, on oublie parfois que ChatGPT, contrairement à GPT-3 ou GPT-4 ou GPT-2.5 ou GPT-3.5, ChatGPT, c'est en soi une application. Donc, cette application-là, elle est elle aussi scénarisée. Donc, quand on me dit, mais tu as utilisé du scénario, mais toute application scénarise notre utilisation de systèmes. Donc, ChatGPT, c'est en soi une scénarisation. Nous aussi, on a scénarisé un peu l'expérience. Ce que je veux dire, je vais vous le montrer ensuite, mais ce qu'on veut dire par scénariser, c'est avoir une manière d'établir une conversation. Comme dans tout dans la vie, si on a une conversation avec un individu, cette conversation-là n'est pas un service. On ne s'attend pas à ce que tout ce qu'on demande soit répondu au moment même en changeant de sujet de conversation. Ça devient très désagréable. Donc, on a scénarisé notre personnage pour qu'il, comme nous,
soit un peu plus réticent à échanger comme nous, et à mesure qu'on pose des questions plus intimes, ose y aller ou pas, dépendamment de nos tons. Donc, notre système d'intelligence artificielle n'était pas que dans la réponse, mais aussi dans l'analyse des questions ou du ton de la conversation. Faire ce que peu de systèmes font à l'heure actuelle, donc créer du contexte dans la conversation. Encore une fois, ce qui m'étonnait, c'était le type de questions que les gens demandaient. Ça allait de « Do you like pizza ?» Donc, ça, on s'entend, on teste le chatbot. Should we do about climate change? On essaye de tester s'il va bien répondre des réponses de Chomsky. Are you the real Chomsky? Voir s'il a une conscience de soi. Why did you move to Arizona? Connaître les datas, un peu comme on chercherait sur Google des informations. Et encore une fois, l'oracle, are we doomed to be extinguished? Do animals have language? What are your position about the Pol Pot regime? C'est vraiment soit des gens où on cherche si les données sont valides, à jour, si le chatbot répond bien, on teste le chatbot. On teste le chatbot ou on se plaît à jouer avec le chatbot pour qu'il imagine des avenirs. On a développé des systèmes basés sur le son. On va voir si on le voit ici. Tout un peu en délai. Donc, essayer de recréer des sons de nature sur la base d'archives de sons d'oiseaux, de sons de vent. Donc, notre son ambiant était en soi entièrement créé par de l'intelligence artificielle. La voix aussi, essayer de recréer la voix. Donc, ici, c'est juste du charabia pour imiter ce qu'on appelle en anglais le croak, comme ça. C'est comment est-ce qu'on arrivait à atteindre le niveau de croak de Noam Chomsky le plus proche possible. Et somme toute, on a aussi essayé avec le premier prototype de valider qu'est-ce que les gens arrivaient à questionner de l'intelligence artificielle. Ça m'a permis surtout ici d'établir les bases de ce qu'on me permettait de voir. Encore une fois, c'est une conversation avec le public. On veut démystifier l'intelligence artificielle. Quelles sont les bases de la connaissance qu'on aimerait que le public ait pour pouvoir faire partie de la conversation? Une des bases simples, c'est de comprendre que toute cette conversation s'appuie sur des données. Ces données-là sont passées, elles sont accumulées, elles sont numérisées. Donc, encore une fois, tout n'est pas numérisé, même en 2023. Donc, ce sont des données essentiellement, donc une conversation entièrement basée sur des données. On essaie de donner ce qu'on appelle un peek under, d'essayer de regarder sous le capot du Natural Language Processing avec un aperçu des choix. Pourquoi le système a priorisé tel choix plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qu'il aurait pu aussi prioriser? Donc, essayer de montrer au minimum aux utilisateurs cette idée des choix algorithmiques qui sont faits en temps réel dans une conversation. On essaie aussi de montrer que ces algorithmes-là ont des biais. Donc, de rester très, très transparent dans ce que le chatbot arrive à répondre par rapport à ses sens, par exemple, par rapport à sa cognition. Des petits changements dans les prompts très, très, très simples, comme d'insister the entity does not pretend to have capacities it doesn't have, a changé entièrement notre manière d'interagir avec Chomsky, qui avant nous disait qu'il était frustré, il avait de la peine, il se sentait amoureux. Juste de dire does not pretend, il a arrêté de le faire. Donc, c'est pas compliqué. Arrêter de faire semblant. Toutes ces émulations sont aussi basées sur des métaphores, ce qui est tout à fait logique. Comme humain, on a besoin de métaphores pour se comprendre. Pour comprendre des concepts compliqués, on utilise des métaphores. Le problème, c'est que la métaphore, des fois, devient collée sur notre concept de réalité. Mais à travers ça, je voulais qu'on découvre aussi Noam Chomsky. Et Noam Chomsky a un legs par rapport à ses études sur la cognition humaine, notamment celle de 3 composantes qu'il estime être propres à la cognition aussi animale, mais qu'il trouve unique dans leur amalgame dans la cognition humaine. C'est une capacité à être curieux, à poser des questions sans arrêt, à se poser des questions même en interagissant avec un chatbot au point de le questionner, d'essayer de voir s'il réagit au toucher, la coopération. Les systèmes d'intelligence artificielle, je vais dire chatbot, les systèmes d'intelligence artificielle sont très, très bons en compétition. Ils peinent encore beaucoup à la coopération, à comprendre le problème d'un autre système et vouloir lui venir en aide. Et surtout la créativité. Qu'est-ce qu'on appelle la créativité? Donc, vous avez vu dans la démo que l'expérience était très interactive. Je vous montre simplement à gauche un peu ce que j'appelle le peek under. On pouvait poser des questions, on avait une réponse de Chomsky et si on cliquait sur les mots, on voit à quel point il aurait pu répondre quelque chose de différent et avec quel pourcentage de prédiction. Ce qui permettait à certaines personnes déjà d'être étonnées quand il dit « Je trouve ta question très intéressante ». Tu cliquais sur « intéressant » puis ça disait « curieux ». Tu dis « Ah,
tout à coup, ce n'est pas la même interprétation. À quelques degrés de pourcentage près, il aurait pu trouver ma question curieuse, alors qu'il la trouve très intéressante. Mais des fois, il la trouve aussi cliché. Là, tu fais, ah ben, la conversation aurait été complètement ailleurs. La réaction du public face à la réponse aussi. Comme dans toute conversation, tout à coup, il y en a qui se disaient, mais comment est-ce qu'il peut être excusez-moi, j'ai trop d'anglicisme en tête. Comment est-ce qu'il peut avoir une conscience de soi si, dans le fond, il peut me dire 3 choses différentes? Nous, on en montrait 3. On avait en fait 32 couches de réponses. Mais on n'en montrait que 3 à voir, les 3 principales au public. On les a aussi amenés à collaborer ensemble à des jeux qui existent à l'heure actuelle de puzzles simples, où on essaie de voir comment des systèmes d'intelligence artificielle arrivent à résoudre ces puzzles, et ils y arrivent très, très difficilement. Et nous, nos humains aussi. C'était quand même difficile pour les humains aussi à résoudre, mais au moins, il y en a beaucoup qui ont eu du plaisir à s'entraider. On ne leur disait pas quelles étaient les règles du jeu, ils comprenaient qu'ils n'y arrivaient pas tout seuls. Il fallait que l'autre personne les aide aussi. Mais tout à coup, on avait, c'est ça, des gens qui sont contents de s'encourager. Quand ils échouent ensemble, quand ils réussissent ensemble, tout le monde était content. On s'est dit, le plaisir de la coopération était évident. Je vous passe ça rapidement, on pourra en discuter dans les questions, mais nous n'utilisons pas un système. Les gens, des fois, nous demandent qu'est-ce que vous avez utilisé comme système. On utilise 10 systèmes considérés comme différents outils qui utilisent l'intelligence artificielle, du texte à la transcription, de la transcription texte au son, speech to text ou text to speech, l'analyse des questions, l'analyse du contexte des questions, la traduction automatique, bien sûr, puis ensuite, notre système de réponse était je vais vous le montrer juste ici. Notre système de réponse, en fait, est un système par niveau. 4 niveaux de manière d'interagir avec les réponses possibles de Noam Chomsky. Un premier niveau où l'analyse de la question nous permet de dire cette question-là, elle est vraiment tellement posée souvent. Par exemple, what do you think about the conflict in Palestine? La question a tellement été posée souvent à Noam Chomsky qu'on devrait avoir la vraie réponse de Noam Chomsky, puisque nous l'avons dans les traces numériques. Donc, l'analyse de la question, si c'est un match presque parfait, on va chercher la vraie réponse de Noam Chomsky. Donc, c'est un match d'archives. C'est vraiment un match qui va chercher dans nos archives et nos golden nuggets qui ont un poids plus important. Les golden nuggets, encore une fois, c'est j'écris, je mets plein d'étoiles à côté, c'est une phrase qui m'est chère. Donc, on donnait un poids beaucoup plus important à ces réponses-là. Par contre, quand la question est décelée, on dirait que c'est ça la question, mais ce n'est pas clair. Par exemple, que pensez-vous de journalistes? Avez-vous des amis journalistes? Il a été posé souvent des questions à Noam Chomsky sur son rapport avec les journalistes ou le rapport New York Times, par exemple, mais on n'a pas de certitude que la question est à ce point précise avec une de ces réponses. On va aller chercher soit dans les banques de données, encore une fois, donc les archives, soit on utilisait des systèmes plus anciens, plus archaïques de GPT-2 qui arrivaient avec la base de données à générer une réponse en GPT-2, mais qui n'est entraînée que sur la base de vraies réponses. Donc, avant, on a des vraies réponses, on matche des vraies réponses, on a des réponses fausses, mais qui ressemblent pas mal à la pensée de Chomsky parce qu'elles n'ont été entraînées que sur la base de vraies réponses de Noam Chomsky. Si on ne trouvait rien là, on se retrouvait avec des réponses générées par GPT-3, un petit peu moins vraies. Donc, tout à coup, il se met à dire des choses sur, par exemple, le déménagement, qui ressemblent à Noam Chomsky, mais c'est pas nécessairement, il faut que ça aille ratisser plus large. Il n'y a pas dans nos bases d'archives des questions sur dois-je déménager ou pas. Donc, il n'y a comme pas cette réponse-là exactement. On génère des réponses, mais on va chercher aussi sur le World Wide Web. Puis bien sûr, on avait des réponses finales avec ChatGPT où c'était créé de toutes pièces. Par exemple, quelqu'un demandait où vivent les belugas. Donc, la réponse était très, très bonne, mais ce n'est pas nous qui l'avons faite, c'est ChatGPT qui répondait. J'allais dire, notre plus grande innovation. J'aimerais dire que c'est tout l'ensemble du système sur lequel on a planché pendant tellement d'années, avec des chercheurs locaux, des chercheurs au MIT, moi-même, nos coproducteurs allemands. Notre plus grande innovation, c'est notre QR code qu'il y a là. Pourquoi? Parce qu'elle donne accès à l'explication de ce système. Le grand compliment qu'on a reçu de membres du Mila qui sont venus voir l'expérience, c'était fantastique de voir votre transparence.
Il y a quelques années, on parlait encore de la boîte noire de l'intelligence artificielle et on l'expliquait en disant elle est trop compliquée. On n'arrive pas à l'expliquer parce qu'elle est trop compliquée. Mais en fait, la vérité, c'est qu'elle est trop obfusquée. Je parlais avec Sacha Luciani, pour ceux qui la connaissent, qui travaille chez Hugging Face, qui est une chercheure sur les biais et les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Elle disait toutes les recherches financées qu'on a à Hugging Face où on accède enfin à quelque chose d'un de ces systèmes changent à chaque mois. On ne nous dit pas ce qui a changé, on n'arrive pas à le voir, tout est camouflé. Puis on nous explique encore que c'est trop compliqué, mais on a des tonnes de chercheurs qui essayent de comprendre ce qui est dans l'obscurité totale. Mais l'obscurité n'est pas créée par le fait que c'est trop compliqué, elle est volontaire. On cache comment ces systèmes fonctionnent. J'étais contente de voir que cette semaine, donc pendant que je me préparais à ma venue ici, je regardais au MIT, c'est la semaine sur le Generative AI, donc une semaine de colloque au MIT sur Generative AI. Et leur plus gros takeaway, la journée où j'essayais de regarder qu'est-ce qui se passait aujourd'hui, c'était cette citation de Armando Solar Lezama qui dit « AI researchers need access to the so-called black boxes of AI industry to actually scientifically research what's going on. » Donc, encore une fois, entre le vrai et le faux, notre émulation de la réalité ou notre crainte du faux, il y a aussi le fait qu'on nous donne des fausses explications sur les raisons pour lesquelles on n'arrive pas à les comprendre. On n'arrive pas à les rechercher parce qu'on n'a pas accès, tout simplement. Il y a eu énormément d'humains, donc j'aime le rappeler aussi, mais il y a eu énormément d'humains derrière ce projet, pas que des machines, bien sûr, des humains qui ont aussi leurs biais inhérents, leurs craintes inhérentes, des gens qui, au début, voulaient croire beaucoup plus dans le potentiel de l'intelligence artificielle, qui ont eu leur courbe de désillusion pendant l'expérience, parce qu'ils réalisaient que toute leur conception rêve mythique, un peu mythique et mystifiée de l'intelligence artificielle, puis on apprenait à la utiliser à notre escient, tout à coup, on voit à quel point c'est manipulable. Donc, il y avait une courbe vraiment de désillusion qui est remontée quand on réussit à comprendre que puisque c'est manipulable et malléable, c'est donc à nous de l'utiliser pour en faire notre réel. J'ai adoré travailler donc sur ces différents pôles extrêmes de conception individuelle de l'intelligence artificielle, de chercheurs et des créateurs. Et en fait, ce qu'on s'est dit un peu avec un de nos post-mortem, c'est que la technologie ne sera jamais qu'à la hauteur de notre imagination. Donc, ma dernière leçon pour cette troisième partie, c'est qu'on imagine tellement de possibles et on se rend souvent peu compte que notre capacité à s'étonner de ce que McLuhan aurait prédit avant le temps, c'est aussi une capacité à verbaliser ce qui se passe dans le maintenant. Il verbalisait ce qui se passait comme recherche. Ces recherches ont pointé vers une direction et on s'y est rendu. On a tendance à posteriori dire c'est un visionnaire. Ces gens étaient des visionnaires. En fait, ce que ça prend, c'est des gens qui évoquent et qui montrent à voir ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire la planification de ce futur et de cette direction. We're steering the wheel, comme j'aime dire en anglais. Qui steers the wheel et dans quelle direction? Qui a les commandes de la direction? Donc, vers quels horizons pointons-nous? J'aime à penser que justement, le travail de création, c'est d'essayer de travailler sur cette notion-là unique à la pensée humaine, qui est une construction toujours entre ce qui nous est interne et ce qui est externe. C'est une négociation de ce qu'on vit, ce qu'on ressent, nos sens, nos émotions, notre psyché, notre pensée et ce qu'on verbalise, on exprime, on ressent, etc. Donc, c'est une négociation constante dans ce qui est interne et ce qui est externe. J'aime aussi à penser que notre côté indiscipliné d'humain est ce qui nous sauvera. Quand les gens se mettaient à avoir peur du cheval qui était toujours plus réaliste à chevaucher un astronaute, il y a aussi beaucoup de gens qui s'amusaient à juste essayer de briser les systèmes et voir à quel point ça les inspirait, comme le prompt Jack Black playing Blackjack, juste voir qu'est-ce que le système en comprend. On est ludique, on est un peu fou. On a tendance aussi à s'adapter, je vous le disais tout à l'heure, aux machines. Ça, c'est un outil développé par Google qui s'appelait Quick Draw Doodle. Je ne sais pas si certains ont pu l'expérimenter, qui était vraiment très chouette. On nous demandait de dessiner quelque chose et le système essayait de trouver sur la base de données de tonnes de dessins faits par des humains à quoi ça ressemblait. Donc, j'ai été très chanceuse. J'ai pu faire partie des premiers tests au début, puis ça ne comprenait jamais mes dessins. Aucun de mes dessins était compris.
Par exemple, tu sais, OK, ça va. We're asked to draw a toe. J'ai dessiné un toe. Tout le monde reconnaissait un toe, mais il n'a pas compris le toe. Toothpaste, alors que je ne me rappelle plus. Ah, c'est ça, toothpaste, mouse, dove. C'est un peu all over the place. Et tout à coup, ils ont une très bonne idée. Ils ont rajouté un timer, un petit chronomètre de 10 ou 15 secondes pour faire notre dessin. On s'est mis à tous dessiner la même chose. On s'est mis à vouloir que la machine gagne. Au lieu de vouloir nous-mêmes dessiner quelque chose d'original, on s'est mis à prioriser l'efficacité de la machine. Et tout à coup, tous les dessins se ressemblent. Et tout à coup, il est très bon à déceler des dessins parce que nous avons choisi de faire des dessins que la machine comprendrait. C'est le timer, c'est l'expérience d'utilisateur qui change notre perception de ce qui est important et réel. J'aime à rappeler aussi que souvent, on dit plus sur des compagnies, on évoque plus de possibles, mais elles sont souvent plus transparentes, pas dans leurs utilisations, mais dans leurs limites. Par exemple, OpenAI qui nous disent si nous pouvions créer une intelligence artificielle générale, alors il y a vraiment une notion de ce que ça prendrait, ce qu'on n'a pas, nos limites actuelles, où est-ce qu'on risque d'avoir des écueils potentiels. On rappelle l'hypothèse comme étant vraiment une hypothèse de travail. Encore une fois, c'est donc de voir la direction vers laquelle on essaye de tendre et de poindre. Mais la question centrale sur laquelle je veux amener la conclusion, qui était celle de Chomsky, notre question centrale de l'expérience aussi, ce qu'on voulait que l'utilisateur conserve, c'est de toutes ces métaphores et manières de comprendre le réel, de toutes ces manières d'imiter et d'émuler le réel, qu'est-ce qu'on choisit de laisser derrière nous? En anglais, on dit « What are we leaving behind ?» Je le rappelle en anglais parce qu'en anglais, il y a un double sens à cette phrase. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous comme trace? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme trace? Mais aussi, qu'est-ce que ça lègue à d'autres générations futures quand on choisit d'identifier notre manière d'être humain par ces algorithmes ou ce contenu des algorithmes. J'ai adoré voir comment une personne qui est aussi bien placée que Sebastian Thrun, qui nous dit, bon, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un engin serait pour un muscle. Il nous dit aussi, elle arrive à être créative, excuse-moi encore une fois, petit délai, elle arrive à être créative parce que dans le fond, ça fait ce qu'un artiste fait. Un artiste apprend de ses prédécesseurs et génère des améliorations. Je ne connais aucun artiste qui serait d'accord avec cette proposition très masculine, occidentaux-centrée de la création. C'est le legs que nous avons fait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art qui s'est basé là-dessus, mais elle est orientée dans une poignée d'à peu près 5 à 6 pays. Ce n'est pas la création. Je fais souvent la blague, si vous voulez savoir si une intelligence artificielle peut être créative, demandez-lui si c'est une artiste. Si elle répond oui, c'est probable. Parce qu'un artiste est déchiré, on va comprendre son objectif et pourquoi il fait les choses qu'il fait. Il ne répond pas oui. Et donc, par contre, on suit une logique métaphorique qui elle-même d'émettre ses biais inhérents. Donc, elle dit, la création, le cerveau, c'est comme une machine. C'est un premier biais dans la conception du cerveau. Donc, c'est qu'on soit d'accord ou pas, ça n'en déplaise que c'est une conception culturelle, historique et qui peut être située dans le temps. Le cerveau est comme une machine, premier biais. Et c'est à l'Université de Montréal, Céline Lafontaine, au département de sociologie, avait écrit un livre très intéressant qui s'appelait « Du cerveau-machine à la pensée-machine ». Donc, comment est-ce que vraiment, au tournant des années 50, il y a une conception, on essaie d'expliquer qu'un moteur est comme un cœur, puis on se finit par dire le cœur est comme un moteur, en fait. On essaie de concevoir vraiment d'une manière inversée. Le premier biais, c'est qu'il dit l'intelligence artificielle fonctionne pour le cerveau comme une machine le fait pour un muscle. Il dit aussi l'art, c'est d'apprendre de traces numérisées du passé. Il ne le dit pas, mais c'est le sous-texte, pour en faire une amélioration par increments. Et donc, il pose une question qui est basée sur 2 biais précédents. Il dit, donc, est-ce que l'intelligence artificielle est créative ou is creativity overrated? Je trouve ce concept dangereux. On nous dit, si nous, comme humains, nous sommes créatifs, c'est aussi qu'on est capable de réfléchir, de sentir et de penser.
et de poser des questions. Si la créativité est overrated, ça veut donc dire que de ressentir, de penser, de poser des questions l'est aussi. Le danger d'une proposition qui vient d'un directeur de laboratoire pour les self-driving cars me fait peur. Elle dit, chers êtres humains, arrêtez de poser des questions, arrêtez de réfléchir, arrêtez de penser à d'autres alternatives. Bien sûr, il n'est pas tout seul. Il y a aussi beaucoup de critiques. J'ai fait exprès de choisir cette photo parce que les Rolling Stones, ce n'est pas un article scientifique, il a fallu que les Rolling Stones disent comment ça se fait que c'est encore autant de femmes de couleur aux États-Unis qui se présentent comme étant en opposition avec des systèmes, peut-être parce que c'est celles qui ont le plus à perdre. Donc, ces systèmes ont des biais inévitables. Ces biais inévitables sont les mêmes que le Big Data il y a 30 ans. On continue de rouler sur les mêmes biais et on fait comme si de rien n'était en se disant, oui, mais l'objectif ultime, c'est que le système fonctionne comme je le rêve. Mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas comme tel. Il fonctionne encore sur des bases de biais. J'aime aussi cette réponse de Ruman Chowdhury à la même question qui a été posée sur la créativité humaine et l'intelligence humaine ou le rapport humain-machine, où elle dit, si vous considérez l'histoire humaine, nous avons été terribles à reconnaître l'intelligence de nos propres autres humains et avoir de la compassion pour d'autres entités qui ont des capacités cognitives. Reconnaître l'intelligence dans d'autres entités, ce n'est pas notre fort. Même y compris, si on pense à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, à d'autres êtres humains. C'est donc ma conclusion que même notre manière et la manière dont vous allez parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, je ne veux surtout pas que vous sentiez limité. Il faut bien sûr utiliser des mots pour en parler, mais j'aime beaucoup rappeler que les métaphores sont biaisées. Et pourquoi donc nous montre-t-elle un salami? Parce qu'il y a un article scientifique qui a réussi à me faire rire à voix haute dans un avion. Je me suis dit, ça c'est chouette, je m'attendais à tout sauf à ça. Et c'est un député italien qui a proposé une nouvelle nomenclature pour des systèmes d'intelligence artificielle. Il les appelait Systematic Approaches to Learning Algorithms and Machine Inference ou SALAMI. Et on va arrêter de se poser des questions un peu comme des oracles. On va dire, est-ce que ce salami peut voler mon emploi? Est-ce que je peux tomber amoureuse d'un salami? Est-ce que le salami est capable d'avoir une conscience de soi? On va au moins commencer à se poser des bonnes questions en changeant la métaphore. Ceci dit, il ne dit pas que c'est faux. C'est juste qu'il dit peut-être qu'on va commencer à poser les bases d'une métaphore qui est complètement nouvelle. C'est un peu là-dessus que je veux vous laisser. Notre manière d'utiliser la technologie n'est jamais que technologique. On y voit des utilisations à des besoins. Souvent, les utilisateurs détournent ces besoins prévus pour en faire autre chose. Et nous restons comme humains très imprévisibles. C'est notre plus grand défaut. C'est aussi notre plus grande force. C'est notre façon de résister à des manières d'être mis en boîte. J'essaie de vous faire rire avec des images, un peu une longue histoire, mais c'est que la technologie n'a jamais été que technologique. J'aime beaucoup à répéter une citation de Dana Boyd qui dit que la technologie n'est jamais positive, elle n'est jamais négative, mais elle n'est non plus jamais neutre. Voilà. Il y a des questions. Vous étiez tellement assidus que j'ai même plus regardé l'heure à un moment donné. Puis je suis sûre qu'on a dépassé, mais on m'a dit, comme Fabien n'y était pas, que c'était possible. Mais n'hésitez pas à avoir des questions. J'ai passé vite sur les systèmes et je serais justement heureuse d'en parler avec vous s'il y a des questions ou des commentaires.